Se fait sentir tout le long de la côte bulgare en mer Noire, y compris à quelques encablures d'un des symboles de l'Union européenne, une base de l'OTAN. Depuis toujours, la mer Noire est un carrefour vital du point de vue militaire et pour intercepter la contrebande. Il n'y a pas de pays moins important que d'autres dans l'OTAN. Chaque pays a son poids dans les décisions à prendre. Évidemment, les plus grands pays ont plus de poids, mais la Bulgarie a toujours joué son rôle et il continuera à augmenter. À la conférence de Yalta, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale signaient un accord garantissant la liberté de choix à tous les pays ayant des frontières avec la Russie. Mais l'Union soviétique ne tient pas sa promesse et les annexe tour à tour. Pour mettre un terme à cette expansion, le traité de l'Atlantique Nord est signé le 4 avril 1949. C'est la naissance de l'OTAN. L'OTAN est une structure unique, elle n'a pas d'équivalent. Avec son conseil permanent, les 28 pays, y compris le Canada, ont chacun leur vote et doivent s'entendre ensemble sur ce qu'il convient de faire. C'est bien pour tout le monde. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est passée depuis de 12 pays à 28 et peut compter 65 ans de paix en Europe. L'acte fondateur Russie-OTAN, signé en 1997, confirmait cet apaisement et la fin de la guerre froide. Il réaffirmait la détermination de l'OTAN et de la Russie de donner corps à leur engagement commun de construire une Europe stable, pacifique et sans division. Force est de constater que, moins de 20 ans plus tard, les relations se sont considérablement refroidies. L'accord signé par la Russie et l'OTAN en 1997 confirme cet apaisement. Le Conseil de l'Atlantique Nord a fait une déclaration en réponse à la situation entre l'Ukraine et la Russie, à l'effet que nous sommes unis. Une façon de le démontrer est de regrouper les alliés et de mener ce type d'exercice, d'être présent sur le terrain. La force de l'Alliance atlantique est à même d'ébranler le monopole du gaz. Mais Moscou n'interviendra pas militairement dans un pays membre de l'OTAN en raison de conséquences catastrophiques. Actuellement, la seule chose qui se passe, c'est qu'il y a une guerre dans un bout d'Ukraine où les gens sont russes. Et de ce fait-là, je ne peux pas tirer l'idée que la Russie est en train d'agresser le monde occidental. Voir un Canada va en guerre, comme voir une Suède va en guerre, ça m'a fait du mal. Le lieutenant général à la retraite Charles Bouchard a été commandant des forces de l'OTAN en 2011 lors de l'intervention militaire en Libye. Est-ce que l'OTAN est une force de dissuasion pour empêcher Poutine de faire quelque chose sur les marges? Non. C'est bien sûr, article 5, ça c'est la ligne. Mais Poutine le sait. Poutine sait qu'il ne peut pas croiser cette ligne-là. L'article 5 dit si un pays, un des membres de l'OTAN se fait envahir, tous les autres doivent voler à sa rescousse et défendre au meilleur de leur capacité et de leur volonté. Но когда мы говорим об Украине и о военных блоках, то, конечно, нас это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, инфраструктура военная вплотную подходит к российским границам, и мы не можем быть к этому безразличными. Le Kremlin hésite, mais toute expansion de l'OTAN est vue comme une menace directe à l'économie russe. Admettons qu'il y avait une intervention russe dans un des pays membres de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Moralement et légitimement, tous les membres de l'OTAN auraient une responsabilité de voler au secours de cet État-là.
Lorsqu'on regarde l'importance de l'OTAN pour la Russie, c'est essentiellement parce que l'OTAN, maintenant, partage des frontières avec la Russie, ce qu'elle n'avait pas à la fin des années 90. Cette réponse-là, d'avoir déployé, par exemple, 6 F-18 en Roumanie, c'est essentiellement, ça vise à rassurer ces membres de l'OTAN-là, de l'Europe de l'Est. La Russie a toujours été portée sur ce genre de bravade. Elle sait que nous ne voulons pas de confrontation. La confrontation la fait paraître forte. Bien que l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie soient parmi les plus petits pays d'Europe, la propagande est parvenue à les pointer comme les principaux ennemis du peuple russe. La sécurité militaire des pays baltes m'inquiète beaucoup. Leur situation est comme celle de Berlin-Ouest pendant la guerre froide. Ils représentent un symbole vital, mais sont indéfendables d'un point de vue militaire. La seule façon d'assurer la défense des pays baltes n'est pas en envoyant 2, 6, 10 ou même 20 avions de chasse, mais en faisant bien comprendre que tout le poids de l'OTAN est derrière eux. Nous savons tous que les États baltiques sont vulnérables. Nous avons toujours été bien conscients de la nécessité de les défendre. Ce n'est pas comme si ça sortait de nulle part. Je n'ai pas de doute que si quelque chose survenait en Estonie, une réplique adéquate viendrait de l'OTAN. Pour les Russes, envahir un pays membre de l'OTAN, c'est pas du tout le même type de jeu que d'envahir un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Bien sûr, nos armes sont plus sophistiquées que celles des Russes. Nous avons de meilleurs navires, de meilleurs avions, de meilleurs tout. Mais dans cette guerre, la lutte ne porte pas sur la force militaire. Elle porte sur des moyens non conventionnels. La question fondamentale est, sommes-nous prêts à appliquer sur Poutine le niveau de pression qui lui ferait vraiment changer d'idée? Pour le moment, la réponse est non. Les Allemands veulent acheter le gaz russe, les Britanniques veulent blanchir son argent et les Français veulent lui vendre des navires de guerre. Tous les pays d'Europe ont peur de déplaire à Poutine, et il le sait. Si les armes conventionnelles jouent un rôle mineur actuellement en Europe, les revenus du gaz donnent tout de même aux Russes les moyens de moderniser leur armement. Les liens entre la France et la Russie ne se limitent pas aux livraisons de gaz. Sous Sarkozy, quand la Russie avait encore libre accès au corridor de l'OTAN, d'importants contrats militaires ont été négociés. Le Mistral illustre particulièrement bien la façon dont Poutine négocie avec l'Europe. Il a repéré une faiblesse. En France, Sarkozy cherchait désespérément à sauver les emplois de cet important centre industriel. Les navires de classe Mistral représentent la dernière génération de porte-hélicoptères amphibies. Ils constituent la nouvelle norme pour les forces de réaction de l'OTAN. Ce contrat a été signé dans le bon vieux temps. Le Mistral est un outil redoutable pour les assauts. Par exemple, le chef de la défense russe a dit que s'ils avaient eu un Mistral, la guerre menée contre la Géorgie, au lieu de prendre plusieurs semaines, n'aurait duré que 48 heures. Avant la livraison, 400 marins sont débarqués de la frégate Smolny à Saint-Nazaire pour compléter le transfert technologique. Les Français sont pris au piège. Ils ne peuvent annuler, ils ne peuvent continuer. Le genre d'embarras qui convient parfaitement à Poutine. Une autre forme d'entente parallèle nous ramène à la baie de Burgas, dans un terminal russe, à 2 pas de la base de l'OTAN. Le terminal de Rosenets est le plus important terminal pétrolier en Europe de l'Est. Il se situe sur le territoire bulgare, à quelques centaines de mètres de la base de l'OTAN, tout près de Burgas. Cette enclave n'est pas sous juridiction bulgare. Paradoxalement, elle est entièrement contrôlée par le géant russe Lukoil. Après avoir si bien fait en Ukraine, il est tentant pour Poutine de chercher à miner la crédibilité de l'OTAN dans les États plus vulnérables. Ce secteur est 100 fois mieux protégé que nos frontières.
Cette corporation a été introduite dans la société bulgare pour reproduire le modèle oligarchique russe. La Russie n'est pas un pays souverain. C'est Poutine et son despotisme. Cela devient de plus en plus dangereux pour nous tous, pour l'ensemble de l'Europe, pour le monde entier, et de plus en plus imprévisible, car il n'y a pas de correctif interne. Je pense que c'est un problème que Poutine n'ait pas de gens pour lui dire qu'il se trompe. Au début, il avait plusieurs conseillers qui lui donnaient un avis d'un côté, puis un différent de l'autre. Il décidait pour lui-même. Il semble maintenant entièrement dépendant sur les sources des services de renseignement, souvent fausses ou paranoïaques, et le plus souvent données par des gens qui essaient de dire ce que le patron veut entendre.